est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. 90.3. Serigne Mboup, directeur général de la SAR, j'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Serigne Momar Dieye, directeur de Halogène et président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Donc j'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio 90.3. Docteur Makumba Diouf, directeur de l'horticulture, j'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Je suis juriste spécialisé en gouvernance des ressources extractives. Je suis l'animateur de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, membre de la coalition Publiez ce que vous payez Sénégal. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur la 90.3 e-radio. Guy Kouet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Adam Awad, je suis directeur de publication de Financial Afrique. J'écoute Business Mag sur e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Kalsomba. Bokarsi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Max sur e-radio avec Kalsomba sur la 90.3. L'affaire dite Petrotim, la diffusion du reportage de la BBC, retour sur les réactions, la transformation structurelle de l'économie, le financement de l'économie, le tourisme, l'agriculture, l'agro-industrie au Sénégal. Toutes ces questions seront abordées ce samedi 8 juin 2019 dans Business Mag avec Daouda Tall, économiste du développement et éditorialiste. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique de la 90.3 e-radio. C'est de 11h10 à midi avec Kalsomba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, la transformation structurelle de l'économie nationale par le tourisme, l'agriculture et l'agro-industrie, notre thème du jour. Pour en parler, Business Mag reçoit Daouda Tall, économiste du développement et éditorialiste. Daouda, merci et bienvenue. Merci Kalsom et bonjour à toutes et à tous. Merci. Une fois n'est pas coutume, actualité oblige, l'enquête de la BBC sur l'affaire dite Petrotim a défrayé la chronique cette semaine. Voilà pourquoi je vous propose un film sonore retour sur les faits marquants de cette affaire avec Mohamed Kandi. So should he have contested? In my opinion, no. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter 30% de notre gaz? 9 billion? Is it true? It looks like a riot. Il a suffi la publication du documentaire de la BBC intitulé Sénégal, un scandale à 10 milliards de dollars pour secouer le pays. Dans un reportage de 11 minutes 5 secondes réalisé par Maïni Jones, le frère de Macky Sall, Aliou, est accusé d'avoir touché des pots de vin lors de l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers. À l'époque Ousmane Gueye, Aliou Sall était salarié de l'homme d'affaires Franck Timis qui a obtenu les concessions au large du Sénégal. Ce sont des révélations graves donc à charge de la BBC contre Aliou Sall. L'enquête reprise notamment par Dakaractu accuse l'ancien collaborateur de Franck Timis et non moins frère du président de la République du Sénégal d'avoir encaissé et secrètement plus de 36 millions CFA d'une somme globale de 146 millions destinée à une société privée qui lui appartiendrait. La société privée en question s'appellerait Agritrans SARL si on en croit l'auteur des investigations. L'auteur de l'enquête qui cite une source selon laquelle Aliou Sall en tant que citoyen ne devrait nullement bénéficier d'une taxe promise à l'État du Sénégal et qu'on serait vraisemblablement devant un cas de corruption. L'intéressé ainsi que ses avocats rejettent tout en bloc et promettent de démontrer le caractère mensonger de ces révélations. Le maire de Guédiawaye que nous avons contacté annonce d'ailleurs qu'il va publier un communiqué dans la journée. Telle une bombe, le pays, voire le monde entier, est en état d'alerte. La réaction du géant de l'énergie British Petroleum n'a pas tardé. La présidente de BP Afrique de l'Ouest, Emma Delany, fait sa première déclaration. Nous avons eu écho de ce reportage de BBC
mais nous n'avons pas encore eu le temps de l'étudier de manière approfondie. Mais assurez-vous que s'il y a des nouvelles informations, nous allons les étudier et nous allons les étudier de manière très sérieuse. Mais je voudrais vous assurer que nous avons effectué des vérifications raisonnables et appropriées lors de l'acquisition des participations, y compris sur les questions d'anticorruption et des questions éthiques. Et nous avons eu la conclusion que rien ne s'opposait à cette transaction pour nous. Mais plus important de dire que nous sommes convaincus du fait que le développement des ressources naturelles seront les principaux bénéficiaires de ce développement et du développement de ces ressources naturelles seront les peuples du Sénégal et de la Mauritanie. À Grand Tortue Ahmeyim, ce projet GNL, c'est un projet déjà qui applique la technologie et l'ingénierie de classe mondiale sur le développement de ces ressources. Le frère du chef de l'État qui était à la Mecque a interrompu son séjour et rappliqué Dar à Dakar et dément Pape Alioune Sarr. Trempé dans un scandale concernant le pétrole et le gaz, Alioune Sarr se lave à grande eau. Par une conférence de presse, le maire de Guédiawaye répond à une enquête publiée par la BBC intitulée « Un scandale à 10 milliards de dollars ». Selon lui, la BBC a lourdement fauté. Il n'a rien à voir avec le rachat des actions de Franck Timis par BP. Le rachat des actions de Franck Timis par BP s'élèverait, selon l'émission, à 250 millions de dollars, soit environ 150 milliards de francs CFA. Je précise que je ne suis pas au courant d'une telle transaction. Je n'ai jamais rencontré un seul responsable de BP. Et je considère que si un tel accord existait, il ne concernerait que ces deux entités. Et Alioune Sarr n'a rien à voir dans un tel accord. Son salaire révélé par la journaliste de la BBC concerne selon lui un contrat privé, alors un document confidentiel. Alioune Sarr rejette par ailleurs avoir reçu un paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. Agritrans est une société qui existe depuis 2011 et dont l'existence est signalée comme toute autre entreprise créée au Sénégal sur le site de la. Il n'y a donc aucune volonté de cacher son existence. Elle n'est plus active depuis que je travaille de nouveau pour le gouvernement du Sénégal. Les affirmations de BBC sont totalement fausses et mes conseils donneront la suite adéquate à cette affaire. Une suite qui pourrait être l'affaire des députés à l'Assemblée nationale, car Alioune Sarr est prêt à répondre à une commission d'enquête parlementaire. Maintenant, s'il devait y avoir une commission d'enquête, je suis prêt à répondre à cette commission d'enquête. Je suis même prêt à répondre à d'autres tribunaux au plan international. Alioune Sarr et ses avocats vont porter plainte contre la BBC. Pour eux, c'est une affaire qui est loin de connaître son épilogue. L'affaire est vite devenue une affaire d'État, obligeant même le président de la République Macky Sall à s'exprimer après la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan chez les musulmans. Suite à un documentaire qui a été publié récemment par un grand média international, la BBC, sur la gouvernance des ressources pétrolières, au-delà du caractère personnel et mis en cause, ou en tout cas accusé, au-delà donc de cet aspect, qui est un aspect privé sur lequel je ne peux pas intervenir, je tiens à ce que la vérité soit rétablie et le gouvernement le fera sans tarder dès aujourd'hui sur la gouvernance des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Jamais un pays n'a autant pris de dispositions anticipatives pour éviter des écueils par rapport aux ressources qui vont être exploitées dans les prochaines années. Le reste, nous aurons l'occasion, à chaque fois que de besoin, d'y revenir. Je suis conscient aussi que le Sénégal étant désormais un pays pétrolier, un pays gazier, il ne manquera pas de susciter de convoitises et aussi de provocations, utilisant même des citoyens nationaux. Mais ce sont des choses qui sont tout à fait prises en charge. Et je voudrais rassurer les Sénégalais quant à la bonne gestion future et quant aux mesures qui sont préconisées. J'ai mis en place, vous le savez, beaucoup de dispositifs depuis 3 ans, depuis l'annonce de la découverte, notamment le COS Pétrogaz, mais également un institut national du pétrole et du gaz pour former les meilleures ressources qui soient dans ce domaine afin de permettre à notre pays de tirer profit. Pour le reste, je laisserai le gouvernement apporter les précisions utiles
et les suites à donner par rapport à cette affaire. Chose promise, chose due. Quelques heures plus tard, l'État fait face à la presse et sort un mémorandum en présence de Cheikh Diop. Dans l'affaire dite Aliou Sall, l'État apporte des réponses portant sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières au Sénégal. Cette affaire met en cause le frère du président Macky Sall qui aurait reçu des pots de vin. La porte-parole du gouvernement du Sénégal, Ndeye Tické Ndiaye, refute les accusations et pointe du doigt la BBC. BBC avance dans aucun fondement de chiffres surréalistes de 10 milliards de dollars que l'État du Sénégal aurait perdu dans une transaction entre deux compagnies privées. Ce chiffre est purement imaginaire. Il ne correspond à aucune réalité économique et financière du projet, encore moins à une quelconque perte de revenus futurs pour l'État du Sénégal. Il est très surprenant que BBC tente de semer la confusion sur les décrets portant approbation des contrats de partage et de recherche de production sur les blocs Saint-Louis, offshore profond et Kayar. Après avoir fait un rappel chronologique des différentes procédures qui ont abouti à ce contrat entre l'État du Sénégal et Petro-Tim, Ndeye Tické Ndiaye affirme qu'aucune malversation n'a affecté cette affaire. La procédure ci-dessus rappelée est parfaitement conforme aux lois et règlements régissant les ressources pétrolières du Sénégal. Du reste, c'est une pratique courante dans tous les pays en phase d'exploration et de développement, durant laquelle toutes les opérations pétrolières sont exonérées de... Depuis le reportage de la chaîne britannique BBC, les mises en cause ne cessent de communiquer pour se défendre. Même si Aliou Sall compte porter plainte, il est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à apporter des réponses aux nombreuses questions qui les attendent. Mais une chose est sûre, cette affaire est loin de connaître son épilogue. C'est le moins qu'on puisse dire, Cheikh Diop, car le lendemain, le géant de l'énergie BP a fait une déclaration par la voix de son directeur général au Sénégal, Gérard Mossari. BP a soigneusement effectué la revue de l'histoire diffusée récemment par BBC Panorama et réfute vigoureusement cette représentation trompeuse et fallacieuse de nos activités au Sénégal. BP réfute fermement toute suggestion que BP aurait agi de manière inappropriée pendant l'acquisition des parts de Timis Corporation au Sénégal en avril 2017. BP a effectué les vérifications appropriées avant de décider d'acquérir des intérêts dans les licences de Kayar Offshore Profond et Saint-Louis Profond, y compris l'aspect éthique et anticorruption. Nous en sommes sortis convaincus que rien ne s'opposait à cette transaction. Le montant payé par BP pour ses parts de licence est dans la valeur du marché, à ce stade d'exploration et de développement. Ces clauses du contrat sont confidentielles, ce qui est une approche courante dans ce type de transaction. Les allégations de la BBC concernant le montant des royalties qui pourraient être payés à Timis Corporation sont absurdes. Le système des royalties est courant dans l'industrie oil and gas. Toutes les royalties qui pourraient être payées à Timis Corporation seront exclusivement déduites des fonds de BP. Ces royalties n'auront donc aucun impact sur les revenus de la République du Sénégal ou ceux de ses partenaires. En réalité, le montant des potentielles royalties évoqué dans l'émission est tellement faux et tellement exagéré qu'il est complètement fantaisiste. BP ne reconnaît pas ce document contenant ces chiffres et présenté dans le programme. Nous pensons qu'il a été produit par une autre partie. Même dans un scénario avec les conditions économiques et techniques très favorables, les royalties qui pourraient être payées par BP à Timis Corporation n'atteindraient même pas 1% de ce que la République du Sénégal pourrait recevoir. Et encore une fois, et c'est très important, rien de ce qui ne sera payé n'affectera la part du Sénégal. BP est confiant que le peuple du Sénégal est le premier bénéficiaire du développement de ses ressources gazières et demeure complètement engagé à ouvrir ce nouveau flux financier ainsi qu'une nouvelle source d'énergie domestique pour le pays grâce au projet Grande Tortue Arménienne que vous avez confié à BP, et cela dès 2022. Pour le moment, personne ne veut hériter de la patate chaude. 3 plaintes planent déjà sur la tête de la chaîne britannique. Le président Macky Sall a déjà annoncé une information judiciaire, mais BBC campe encore sur sa position et dit avoir foi
en ces sources. Mohamed Kandji, merci. Merci infiniment pour la qualité du travail. Mohamed Kandji, l'infatigable. Daouda Tall. Oui, bon, c'est une affaire qui secoue aujourd'hui l'actualité au Sénégal. Cela peut se comprendre dans la mesure où c'est un enjeu de taille. Les ressources pétrolières et gazières représentent un enjeu de taille aujourd'hui au Sénégal. Dans la mesure où, vous savez, quand vous êtes un pays qui exploite du pétrole et du gaz, les convoitises sont nombreuses, les polémiques sont nombreuses. Donc on est aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler une affaire qui n'a pas encore connu son épilogue. Maintenant, je pense qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent dans la mesure où un média international a fait des révélations suivant son enquête. Il y a eu un démenti de la part de ceux qui sont accusés, parce que là, il y a entre guillemets, une double accusation. La première concerne Aliou Sall et l'autre British Petroleum. Donc, je crois que les deux ont démenti, et à partir de ce moment-là, donc Aliou Sall qui menace de saisir la justice, à partir du moment où la justice est saisie ou sera saisie, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. À mon avis, c'est ça qui va être important, parce que polémiquer davantage, rajouter de l'huile sur le feu, pendant que c'est des ressources, pendant qu'on sait le pétrole et le gaz, les hydrocarbures de manière générale, les dégâts que ça a fait avec l'argent facile dans des eaux tumultueuses ailleurs en Afrique. J'ai eu l'occasion dans un média panafricain de commenter régulièrement l'utilisation des hydrocarbures, l'impact sur l'économie, etc. Je pense que voilà, à ce stade-là, il faut attendre que la justice fasse son travail, aussi bien ici et en Europe, du coup, en Grande-Bretagne, et on en saura beaucoup plus à ce moment-là. Je pense également que ce que je peux dire à ce stade-là, c'est que le pétrole et le gaz au Sénégal, ça représente un enjeu de taille. D'ailleurs, la volonté du président Macky Sall, avec le référendum qui a été le dernier référendum, d'inclure dans la Constitution le principe selon lequel les ressources naturelles appartiennent au peuple. Je pense que ça, c'est une grande nouveauté, et c'était même nécessaire. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que chaque citoyen sénégalais peut se lever un jour et réclamer des comptes sur l'utilisation du pétrole et du gaz, de l'ensemble de nos ressources naturelles, y compris l'or, tout ce qui est exploité au Sénégal. Donc là, ça confère aux citoyens maintenant un droit sur ces ressources. Je pense que ça, c'est un élément qui est important et qui a été contenu dans le dernier référendum. La volonté, elle est bonne à ce niveau-là. Maintenant, il faut que cette transparence existe. Il y a aujourd'hui l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, exactement. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau, de manière à publier réellement ce que l'État encaisse et les retombées en réalité du pétrole et du gaz au Sénégal. Donc je pense que c'est un organe qui doit être indépendant. À ce stade aussi, c'est arrivé un peu tard. Mais à ce niveau-là, on ne peut pas encore parler de ressources, de revenus. On n'a pas encore exploité, mais en tout cas, beaucoup de contrats sont disponibles au niveau du site de l'ITIE. Oui. Exactement. Les contrats, la publication des contrats est importante. Le fait même de publier ce que l'État gagne de manière réelle, c'est important également. Et je pense que l'ITIE est là aussi pour le faire. Il y a la coalition aussi de nommer publier ce que vous payez qui est là. Exactement, de la société civile. La société civile joue son rôle. Si je prends l'exemple de ce qui est du rapport 2017 de l'ITIE, le secteur extractif, c'est 108 milliards de francs CFA. Donc je pense que ça va monter beaucoup parce que ce soit, bon, par exemple pour le gaz, quand on parle de 2,5 millions de tonnes par an pouvant être portées jusqu'à 10,
dans certaines phases d'exploitation, ça représente des chiffres importants. Les réserves de gaz sont très importantes. On a sans doute les meilleures réserves de gaz les plus importantes en Afrique de l'Ouest. Le pétrole n'est pas du reste. Donc les prochaines années vont être des années qui vont être très sensibles au niveau politique et il faut en tenir compte. Voilà pourquoi le président Macky Sall d'ailleurs a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire par rapport à l'affaire dite Petrotim. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Pendant ce temps, la vie continue, les choses bougent, il y a des problèmes à résoudre et c'est pourquoi moi, en ce moment, on va entrer dans la thématique de l'émission de l'émission, oui. À présent, nous allons parler de la modernisation de l'économie nationale qui est aussi une question importante, facteur dans la transformation structurelle du pays. Est-ce que, selon vous, Daouda Tall, le Sénégal est sur la bonne voie? Bon, je pense que au niveau macroéconomique, on peut dire que le Sénégal est sur la bonne voie au niveau des résultats macroéconomiques parce que le taux de croissance, il est là. Maintenant, bon, on sait très bien que le taux de croissance ne signifie pas forcément impact sur le développement, mais dans un premier temps, le cadre, il existe. Il y a le plan Sénégal émergent, donc une vision prospective, on va dire, à horizon 2035 avec des plans d'action prioritaires, avec des secteurs qui sont identifiés, qui sont prioritaires, mais également un certain nombre de réformes aussi, parce que l'économie, c'est aussi la politique, dans le sens où, quand vos institutions ne fonctionnent pas, vous pouvez avoir les meilleures stratégies économiques au monde, ça va pas tourner, parce que il y a aussi la facilité de création d'entreprises, il y a des lois qui sont incitatives, qui sont votées par l'Assemblée nationale, puisque c'est elle qui vote les lois, et qui pour qu'elle soit favorable à l'économie nationale. Donc c'est aussi le fonctionnement et l'efficacité de l'administration sénégalaise a un impact direct sur les performances économiques. Donc je pense que le fait que le PSE soit calé sur à la fois des projets phares, je crois 27 projets phares, et des réformes clés, je pense que c'est un atout. Et maintenant, c'est un plan qui est très intéressant, dans le sens où il y a une vision à long terme avec des objectifs qui sont chiffrés. Maintenant, c'est au niveau de la mise en œuvre qu'il faut voir. Est-ce que la mise en œuvre sera efficace? Est-ce que l'impact qui est attendu des différents projets du PSE va véritablement profiter aux populations sénégalaises? C'est là tout l'enjeu. Et pour ça, il faut bien entendu une administration performante, il faut bien entendu une mise en œuvre qui soit efficace. Alors, je reviens sur la modernisation de l'économie. Il est nécessaire de moderniser l'économie, de la transformer de manière structurelle, parce que véritablement, là tout à l'heure on parlait de pétrole et de gaz. Si les pays qui vivent de la rente sont des pays qui sont en retard, si vous vivez de la rente pétrolière, si vous prenez le cas du Gabon, la population, à peine pour atteindre 1 million d'habitants, c'est à peine. Et c'est un pays qui est riche, par exemple, pétrole et gaz, en pétrole. Et c'est pas pour ça que la population gabonaise est mieux lotie que la population sénégalaise qui n'a pas encore exploité le gaz. On peut le voir aussi au Tchad, par exemple, où il y a le pétrole également, et avec des taux de pauvreté quand même qui sont importants. Donc l'enjeu, il est là. La transformation structurelle de l'économie, c'est ne pas se baser sur une rente, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, le gaz à venir, etc. Mais c'est d'essayer de développer l'économie de manière endogène, par l'entrepreneuriat. Et ça, c'est véritablement important parce qu'il y a deux manières, à mon avis, de rendre la croissance inclusive. La première manière, c'est l'une des manières. La première, c'est peut-être les impôts et taxes que l'État va recevoir de l'activité économique en termes par rapport aux entreprises qui sont performantes. Donc ça, c'est les recettes fiscales. Les recettes fiscales, c'est principalement la ressource la plus importante, l'une des plus importantes pour un État, pour pouvoir réinvestir dans des secteurs prioritaires, que ce soit l'éducation, sociaux, la santé, etc. Et donc, si l'économie n'est pas transformée de manière structurelle pour que les petites et moyennes entreprises soient efficaces, rentables, et fassent leur déclaration fiscale, etc., comme il faut, l'État n'aura pas forcément beaucoup de moyens. La deuxième solution pour rendre une croissance inclusive, ça serait d'inclure
dans la chaîne de valeur qui fait la croissance économique, les populations. C'est-à-dire qu'on n'ait pas une croissance extravertie, qu'elle ne soit pas le fait de multinationales qui viennent et qui rapatrient leurs fonds dans tous les secteurs. Donc il faut faire en sorte que le secteur informel, par exemple, soit accompagné vers le formel, faire en sorte que ce soit des petites et moyennes entreprises qui se développent pour que la croissance soit faite du fait même des acteurs sénégalais, petits, moyens comme grands. Et là, j'avoue, il y a encore de l'effort à faire à ce niveau-là. Oui, il y a de l'effort à faire. La relance de la concurrence, une obligation pour peut-être donner du pouvoir d'achat aux opérateurs économiques. La possibilité peut-être derrière d'inciter les fournisseurs et distributeurs nationaux à négocier peut-être des tarifs plus faciles. Parce que force est de constater qu'au Sénégal, on a beaucoup de PME et de PMI, mais elles ne sont pas viables. C'est un problème. Oui, les PME et PMI sont pas viables. Il faudrait les accompagner parce que la transformation structurelle de l'économie, c'est aussi la transformation de la production. Vous voyez, par exemple, si vous prenez le cas de la Casamance où les mangues pourrissent, faute d'être acheminées vers les circuits de consommation ou d'exportation. Ou d'avoir sur place des unités de transformation. Exactement. Et former les résidents à se lancer dans l'agrobusiness. Tout à fait. Si vous exportez votre agriculture, vos matières premières sans aucune transformation, c'est le pays qui importe votre marchandise qui va faire la transformation, qui va créer ces emplois-là, et pas du tout le pays d'où on... Parce que bon, une chaîne d'export, ça ne nécessite pas forcément énormément de personnes. Par contre, vous prenez une filière donnée, vous faites des usines, il y a des gens qui travaillent dans ces usines-là, la transformation, il y a toute la chaîne commerciale, marketing, etc., tous les ouvriers, et puis bon, les secteurs connexes à cette industrie de transformation, c'est ça qui va permettre véritablement de donner du travail aux Sénégalais. Mais c'est pas l'exportation brute. Si je bascule sur un schéma un petit peu plus global au niveau africain, si vous prenez par exemple le Ghana, la Côte d'Ivoire, même le Nigeria et le Cameroun, ce sont les pays phares qui exploitent le cacao. La Côte d'Ivoire comme premier producteur mondial. En tête, oui. Voilà, vous voyez, regardez en Europe, l'industrie du chocolat en Europe, c'est énorme en termes d'opportunités pour l'État. Il y a une manne financière importante derrière. Exactement. Et le cacao, c'est la matière première pour faire du chocolat, bien entendu. Donc, bon, il y a eu des efforts dans ces pays-là, mais la matière première est exportée et toute l'industrie est faite ailleurs. Donc, et les emplois sont créés ailleurs. C'est ce qu'il faut éviter, point par point. Denrée alimentaire par denrée alimentaire, il faut toujours transformer dans le pays. Et ça, c'est important. Oui, transformer dans le pays, on est d'accord, mais le consommer aussi, c'est une autre chose. Oui, le consommer, c'est une autre chose. Parce que quand nos producteurs, ceux qui transforment nos produits sont confrontés à des problèmes de labellisation, le produit ne pourrait pas être compétitif sur le marché international. Mais non, ça, c'est un autre problème. Mais il faut que les Sénégalais, les Africains commencent à consommer ce qu'on produit chez eux pour qu'on puisse capitaliser toute cette manne financière qui découle de ces produits. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut consommer, donner l'exemple voilà, le consommer local, c'est important. C'est important à plusieurs égards. D'abord, ça évite l'importation. Parce que si vous importez, ça a un coût. Et ça a un coût et l'argent est donné ailleurs. Surtout pour nos pays qui ont des balances commerciales déficitaires. C'est le cas du Sénégal, il ne faut pas chercher loin. Tout à fait. Parce que je vous donne l'exemple, on ne fabrique pas de frigo, par exemple. Je donne un exemple concret. On va aller importer. Et si on importe, on ne fait pas travailler des gens sur place. Si on avait une industrie qui fabrique de l'électroménager, par exemple, là, chaque ménage qui a un frigo l'achèterait dans son propre pays parce que c'est fabriqué dans le propre pays. Ça fait de l'argent fiscal pour l'État. Au niveau fiscal, ça fait de la création d'emplois. Regardez le parc automobile au Sénégal. Si tous les véhicules étaient fabriqués ici, bon voilà, là c'est peut-être, certains vous diront, c'est pas demain la veille, mais il y a des usines de montage également qui sont possibles. Si on transforme nos matières, l'arachide, les fruits, les mangues, etc., et même innover dans tout ce qui est industrie de transformation, pas que alimentaire, mais l'agriculture c'est important. Si vous prenez l'Afrique, l'essentiel des terres arables se trouve chez nous. Et pourtant, on importe encore
on importe encore des denrées alimentaires. Donc c'est ça qui n'est pas normal. Vous parliez du consommé local. C'est important, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là. Parce que, bon, quand vous êtes une population d'à peu près, j'arrondis 15 millions d'habitants. Voire 16, oui. Voire 16 millions d'habitants, bon, ça ne représente pas, à vrai dire, un gros marché. C'est déjà bien de consommer, mais il faut viser l'export aussi. Transformer sur place, vendre aux pays de la sous-région, vendre, par exemple, le Nigeria, c'est un marché qui est énorme. Si on arrivait à transformer nos produits et le vendre là-bas, ça serait plus intéressant, et même exporter en Europe, mais des produits transformés. Regardez, le poisson, il est là également, on peut transformer le poisson. C'est une filière qui est intéressante. Donc, pour moi, l'industrie de transformation, l'enjeu, au-delà du consommé local, qu'il ne faut pas négliger. Oui, il ne faut pas négliger quand même. Exactement, oui. C'est important, mais il faut essayer de changer d'échelle, c'est-à-dire viser des marchés de 100 millions d'habitants, 300 millions d'habitants, mais il faut que nos produits soient labellisés et tout pouvoir faire face à la concurrence qui est rude. La concurrence est très rude, il faut que les produits à l'échelle internationale. Exactement. Il ne faut pas se voiler la face. Oui, tout à fait. Bon, la labellisation... c'est un problème. C'est un problème. Alors, il y a une différence, bien entendu, entre certification, labellisation, oui. etc. Oui. Pour moi, la labellisation, c'est quelque chose qui est possible, parce que c'est moins contraignant au niveau juridique, au niveau légal. Bon, la certification, c'est d'autres processus. Mais vous pouvez créer un produit, le transformer, lui donner un certain label, et mentionner la traçabilité de sa production, le respect de l'environnement, la qualité du produit lui-même, lui apposer un label et promouvoir ce label-là à l'international avec ce produit. Maintenant, tout ce qui est certification, c'est des organismes de certification, et là-dessus, il faut de la qualité pour qu'on arrive à avoir ça. Il y a aussi un élément qui est important, parce que les normes, pour qu'on exporte, par exemple, dans le marché européen, il y a des normes. Voilà. C'est là où le bas blesse. Exactement. Il y a des normes. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de respecter ces normes-là pour pouvoir pour nous bousculer avec les autres produits sur le marché? Si le travail il est fait, l'accompagnement, je pense qu'on a toutes les compétences qu'il faut au Sénégal. Possible. C'est tout à fait possible. Parfait, de le faire. Alors. Et un autre élément aussi, c'est que même au niveau de l'import, parce que l'import, ça coûte d'importer au niveau de la balance commerciale. Parce que, bon, vous le rappeliez tout à l'heure, notre balance commerciale est déficitaire et ça arrange pas l'économie. Bien entendu, il faut aussi voir nos accords de coopération. Par exemple, principalement avec l'Union européenne. Il y a des produits agricoles, grâce à une politique agricole favorable en Europe, qui quittent l'Europe, qui arrivent sur le marché. On a parlé du cas de l'oignon, par exemple, et qui deviennent moins chers que ce que l'on peut trouver comme produit sur le marché local. Alors les agriculteurs, ils font comment? Ils sont lésés. Ils sont lésés. Les agriculteurs sont lésés parce qu'ils ne peuvent pas trop vendre. Alors que quand vous visitez une exploitation agricole en Europe, il y a la notion de surface, le rendement. Et donc le rendement n'est pas le même qu'ici. Les surfaces ne sont pas tout à fait les mêmes. Les moyens techniques, le matériel n'est pas le même. Donc en termes d'économie d'échelle, ils peuvent arriver à baisser le coût de revient de leurs produits et le déverser sur le marché sénégalais et africain au détriment des producteurs locaux. Je pense que mais ça, c'est l'État aussi qui doit faire un effort là-dessus, parce que c'est des accords qui sont négociés. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les conditionnalités de l'aide publique au développement. En général, les États africains ont des budgets qui sont déficitaires. En gros, les dépenses prévues sont supérieures aux recettes. Et donc, il vous faut soit emprunter FMI, etc., ou alors, en réalité, bénéficier de l'aide publique au développement. Mais, par exemple, dans l'aide publique au développement, qui a principalement deux formes, vous avez l'appui budgétaire qui va directement à l'État et l'action des ONG, etc. Mais la conditionnalité, c'est aussi d'ouvrir les marchés. Donc, si on n'ouvre pas nos produits, on ne touche pas cette aide publique au développement. Si on n'ouvre pas nos marchés à ces types de produits-là. Et quelque part, il y a une incohérence de cette politique-là, parce que vous ne pouvez pas vouloir accompagner l'agriculture des pays en voie de développement et en même temps les inonder de produits agricoles, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vendre. Donc moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas à ce niveau-là qui est totalement incohérent. Donc l'État doit aussi négocier
de manière à protéger ces acteurs économiques. Voilà, nous restons toujours sur la modernisation de l'économie qui rime avec l'attractivité territoriale. Le tourisme, le secteur clé? Oui, le tourisme, c'est un secteur clé, un secteur prioritaire, c'est un secteur qui est fondamental dans l'économie. Maintenant, il faut l'aborder comme une industrie. Le tourisme, c'est une industrie. Souvent, beaucoup pensent à tort que le tourisme, c'est simplement des visites sur les lieux, etc. Le tourisme, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut le transport aérien, bien entendu. Oui, il y a des facteurs connexes, oui. Il y a des facteurs connexes, même le commerce local. Si vous faites en sorte que le touriste qui vient jusque chez vous, ce qu'il consomme dans son hôtel soit produit, on revient à la fameuse transformation par les producteurs locaux. Donc là, vous développez votre propre économie locale au lieu que de faire servir des choses, par exemple, qui viennent d'ailleurs, qui sont importées et qui sont dans les hôtels. Je pense qu'il faut connecter l'agriculture au tourisme avec des produits locaux. Il faut connecter le transport au tourisme également par l'entrepreneuriat dans ce secteur-là. Il faut connecter l'artisanat et l'industrie de la culture au tourisme également. Donc, vous voyez, si vous arrivez à connecter tout ça au secteur touristique, vous démultipliez les impacts. Donc, on dira plus simplement le tourisme, ça concerne l'hôtel ou ça concerne l'agence de voyage. Mais finalement, ça concerne plusieurs pans de l'économie nationale. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi encore au Sénégal à faire, c'est de connecter le secteur du tourisme aux autres secteurs connexes pour démultiplier les impacts. Maintenant, je pense que c'est à faire parce que, en termes d'entrée de devises, vous savez, on parlait tout à l'heure de l'importation que l'on fait. Pour importer, vous avez besoin de devises. Et la devise, principalement, l'euro ou le dollar. Et donc, la devise, elle est plutôt rare. Nous, on a le franc CFA. Et donc, le tourisme permet l'entrée de devises qui nous permet de pouvoir dépenser à l'export également. Voilà, le schéma idéal, ce serait de ne pas trop importer dans une économie et de produire ce que vous consommez et plutôt même d'exporter. Mais le tourisme a un rôle fondamental et vous avez parlé de labellisation, par exemple, tout à l'heure. De la même manière qu'on peut labelliser des produits, on peut labelliser des produits touristiques. Bien sûr. Voilà. Et surtout qu'on a un potentiel touristique énorme. La Casamance, une zone touristique d'intérêt national avec un potentiel, comme disent certains experts, sous-estimé. Nous avons Matam, c'est pas parce que je suis de la région qui a un riche potentiel inexploité. Il y a Saint-Louis, mais Saint-Louis aussi, il y a le poids de l'insalubrité et il y a la houle aussi. Donc, le potentiel est là, mais il y a aussi de grands chantiers et beaucoup de choses à faire. Il y a de grands chantiers, beaucoup de choses à faire et le tourisme doit se relancer au Sénégal. Mais je crois que dans le plan Sénégal émergent, il y a un projet multiservice incluant le tourisme, Dakar Medical City. Il y a la compagnie aérienne qui est relancée. Il faudrait qu'elle monte aussi en flèche pour pouvoir soutenir le tourisme. Je pense que déjà, ils ont changé de tarif. Il y a une politique qui est en cours de relance pour éviter qu'elle ne finisse comme les deux autres compagnies. Mais je pense qu'on devrait pousser encore le bouchon un peu plus loin. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il faudrait pousser. Oui, par exemple, en Casamance, c'est une région touristique magnifique, mais inexploitée. C'est une région touristique magnifique, sous-exploitée, même si ça reste une priorité dans le développement du tourisme aujourd'hui, selon la politique en cours. Je pense que là aussi, on va parler de... C'est pour ça que je disais au début que les projets sont importants dans le tourisme. Il y a Joal-Figno, Bodienne, Pointe-Sarène, qui sont des nouvelles stations en gros touristiques dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais à mon avis, c'est une bonne chose, mais ça ne suffira pas. Moi, je suis pour une déconcentration de l'activité touristique. Vous voyez, par exemple, le tourisme au Sénégal n'est pas une compétence transférée aux collectivités locales. Alors que si vous prenez la France,
Je cite pas souvent la France mais pour le coup c'est un exemple pertinent parce que c'est la première destination mondiale dans le tourisme et nous parlons de tourisme. Oui. Le tourisme est une compétence transférée aux collectivités locales. Vous avez des comités régionaux de tourisme, des offices locaux de tourisme, comités départementaux de tourisme. Ça permet quoi? Ça permet de véritablement développer, donner les moyens, en tout cas donner libre cours, on va dire, à la collectivité locale qui connaît mieux son terroir, de promouvoir les produits de son terroir, de pouvoir faire un schéma local de développement touristique. Ensuite, vous pouvez connecter toutes ces activités-là au ministère central du tourisme. Et c'est ça qui permet que quand vous allez dans un salon touristique, par exemple, vous allez voir promouvoir, chaque région est promue, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre à Madagascar, c'est le même schéma en fonction des régions qui sont promues et de la thématique et des thématiques choisies. Par exemple, la Casamance peut mettre en avant le développement durable, la Casamance peut mettre en avant la culture, mais ce sont les collectivités locales qui sont les mieux placées pour pouvoir développer cela. Aujourd'hui, le tourisme est un secteur centralisé qui n'est pas transféré aux collectivités locales comme le développement, l'éducation, la santé, etc. Maintenant, bon, peut-être qu'on peut ne pas transférer complètement aux collectivités locales, mais leur donner encore dans la promotion un rôle plus important. Les efforts sont faits avec la promotion, mais par contre, ça me paraît important d'associer les locaux avec les collectivités locales pour être plus efficace dans la promotion du tourisme. C'est une réforme à faire, je pense, qui ne serait pas complètement une compétence transférée, mais peut-être semi-transférée. Voilà, notre pays dispose, selon les chiffres officiels, de 700 km de façade. Doit-on s'engager résolument, et c'est normal, je pense qu'on devrait s'engager à lutter contre la dégradation de nos côtes qui plombent l'économie, par exemple, l'économie des stations balnéaires. Il y a le cas de Saly, il y a Saint-Louis aussi qui est confronté à la houle, et il y a aussi l'insalubrité, et Saint-Louis fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un manque à gagner en ce moment, je pense. Tout à fait, parce pendant longtemps, on s'est focalisé sur le tourisme balnéaire, alors qu'aujourd'hui, c'est un produit qui peine, parce qu'avec les changements climatiques, l'avancée de la mer, fonte des glaces du niveau de la mer, on sait que la mer avance. Donc si votre politique touristique, c'est principalement le balnéaire et que vous ne pouvez pas offrir des plages pour accueillir beaucoup de monde, ça pose problème. Donc il faut diversifier maintenant. C'est tout l'enjeu du tourisme au Sénégal aujourd'hui. C'est de diversifier, aller vers, par exemple, le tourisme durable, le tourisme culturel. Oui, le culturel, comme ma région Matam, par exemple. Au Fouladou aussi, il y a la chasse. Exploiter ces niches. C'est un potentiel impressionnant. Bon, vous m'excuserez sur mon côté un petit peu développement durable pour la chasse. Je pense que c'est quelque chose qui me semble pas très cohérent. Bon. Vous ne pensez pas pourquoi? Moi, le tourisme de chasse, j'aime pas. Pourquoi? J'aime pas bien. Parce que ça contribue pas au développement durable, effectivement. Oui, mais il faut réglementer quand même. On peut réglementer, mais je passe là-dessus. C'est votre avis. Voilà, on vous le concède. C'est mon avis, effectivement. Oui. Mais par contre, rien n'empêche, effectivement, Matam a un potentiel qui est impressionnant. Culturel, historique, de développer Matam, qui est une belle région, de développer le tourisme durable. Je reviens sur le tourisme durable. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est rien d'autre que l'application des principes du développement durable dans le tourisme. Ça peut, avec la dimension économique, sociale, culturelle et environnementale, les trois triptyques, le triptyque plutôt. Je pense que le Sénégal a un potentiel énorme à ce niveau-là, qui est encore sous-exploité, mais il faut aller vers ça et on peut faire du tourisme. Un hôtel 5 étoiles peut faire du tourisme durable. C'est pas seulement les petits acteurs, mais aller en profondeur dans les terres, développer, ça va permettre de rendre le tourisme inclusif comme on peut rendre la croissance inclusive. C'est pas tout à fait encore le cas, mais bon, le PSE a tracé la voie. J'espère que la mise en œuvre sera efficace. On l'espère aussi. Et on va parler un peu de l'agriculture en 1 minute. Rapidement, on va revenir sur le pétrole et le gaz. Ces ressources vont permettre l'industrialisation de notre économie, notamment l'agriculture, par l'implantation des unités de transformation. Avec le gaz, par exemple, la Sénélec va passer au tout gaz. On aura une
énergie mixte de qualité. Le ministre même l'a dit la dernière fois, la meilleure au monde, sans aucune exagération. Après, avec l'agriculture, avec le gaz, on peut faire de l'engrais et peut-être même, certains disent que le Sénégal peut même devenir un pays exportateur d'engrais. Ça aussi, c'est des revenus, c'est une entrée d'argent pour notre pays. Oui, tout à fait, c'est une entrée d'argent importante. L'énergie, c'est fondamental dans le développement. Moi, je pense même que l'énergie, c'est la matière première du développement. Oui, pour soutenir le pétrole et le gaz, pour soutenir l'économie. Pas être l'épine dorsale de l'économie, mais pousser les autres secteurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça l'enjeu. Mais d'abord, je reviens très vite sur l'énergie. Vous savez, quand vous avez des coupures d'électricité, le tailleur, il ne travaille pas, le menuisier, il n'utilise pas sa machine, etc., etc. Donc ça, c'est des petites et moyennes entreprises, voire des TPE, très petites entreprises, qui en réalité doivent tenir l'économie et qui ne pourront pas fonctionner. Vous ne pouvez pas développer l'industrie, transformer votre économie si vous n'avez pas de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est l'une des choses les plus importantes pour le développement. Donc pour accompagner les entreprises, il faut véritablement aller vers ce mix énergétique. Maintenant, le pétrole et le gaz, c'est important également. Mais ce qui est surtout important, c'est d'essayer de l'exploiter de manière le plus durable possible et de redistribuer ces revenus tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz vers d'autres secteurs. C'est pas le pétrole et le gaz qui va faire le développement du Sénégal. Si c'était ça, le Nigeria serait ailleurs aujourd'hui, même si c'est parmi les meilleures économies africaines, mais grosso modo. Mais il y a encore la pauvreté, le Gabon, le Tchad, etc. Donc faut pas rêver, faut pas se leurrer à ce niveau-là. Mais par contre, c'est un atout d'avoir le pétrole et le gaz si on sait bien gérer en termes de politique publique, de réorienter vers le financement de l'économie avec tout l'écosystème qui tourne autour. C'est ça véritablement l'enjeu. Mais vivre de la rente, c'est très dangereux. Vivre de la rente, c'est très dangereux. Nous en sommes au quiz, le fameux quiz. Ça, c'est terrible, par contre. Vous m'avez soufflé tout à l'heure en off que vous avez eu une insomnie hier à cause de mon fameux quiz. Il faut pas. C'est un petit quiz de rien du tout. Vous êtes prêts? Allons-y. Voilà, top. Quel est le premier pays à l'échelle continentale producteur d'or? C'est le Ghana. Super, un point. Vous avez vu? Ghana. Le bureau opérationnel de suivi du PSE a un nouveau directeur. Comment il s'appelle? Oui, le bureau opérationnel de suivi du PSE Sénégal, oui. Effectivement, c'est celui qui était à la stratégie de croissance accélérée. Vous avez 2 secondes. Le nom m'échappe parce que c'est rapide. C'est un quiz. Il était à la fast track. Stratégie de croissance accélérée. Je connais le DG adjoint. 1, 2, 3. Vous avez perdu. Il s'appelle El Ousseynou Kane, un juriste financier. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Définition de l'apport en nature. L'apport en nature, c'est quand vous créez une société, vous avez l'apport en numéraire, qui est de l'argent que vous mettez dans le capital, mais vous pouvez dire, moi je suis associé, j'apporte un véhicule et je le mets à la disposition de l'entreprise. Ça, c'est un apport en nature. Après, l'apport en industrie, ça peut être le relationnel que vous avez, etc. Le SMIC au Sénégal est de combien? Oula. Ça ne fait pas référence parce que c'est tellement peu que je pense que c'est pas une référence. Oui, mais il y a un SMIC aussi. Alors, une 50aine de mille? Non, c'est un quiz pour donner des chiffres exacts. Vous avez 2 secondes. Je veux bien la réponse. C'est 55 000 francs CFA, une mesure qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Très bien. La dernière question, la monnaie locale du Nigeria. ça c'est juste le c'est votre Ndawonel, c'est votre Ndawonel. Oui, ça c'est le Naira alors. C'est un Ndawonel. Le Naira. En tout cas, merci Daouda Tall. C'est bon, j'ai trouvé. Merci. C'est un Ndawonel que je vous fais sur cette question quand même. Un Ndawonel, je sais pas, c'était assez dur tout ça. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi Oumou Kalsoum. Je vous remercie et je remercie tous vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup Biran Cissé a assuré la partie technique, à la réalisation Mohamed Kandi. Dans un instant, la grande édition de e-Radio le Midi 15 avec Antoine Diouf. Merci et à samedi prochain, Inch'Allah.